Le 10 juillet 2016, deux hommes entrent dans une banque à Taipei. Ils portent des masques médicaux et des chapeaux de pêcheurs. L'un reste à l'entrée pour surveiller, pendant que l'autre se place devant un distributeur automatique. Mais il ne fait rien d'habituel. Il n'utilise pas de carte, n'essaye pas de forcer la machine, il attend juste simplement. Puis soudain, quelque chose d'étrange se produit. Le distributeur se met à cracher des liasses de billets les unes après les autres. Lorsqu'un passant s'approche, les deux individus interrompent immédiatement leur opération et quittent les lieux. Le passant découvre alors l'argent éparpillé au sol, sans se douter qu'il vient de tomber en plein cœur d'un braquage d'une envergure inouïe. Pendant que ces deux hommes récoltaient les billets, une vingtaine d'autres faisaient la même chose, mais dans différentes agences. Ce n'était qu'un fragment d'une opération beaucoup plus vaste. Une attaque informatique sophistiquée, étalée sur 2 ans, et qui allait ébranler le système financier mondial. Plus de 100 banques dans plus de 30 pays furent touchées, pour un montant total d'environ 1 milliard de dollars volés. L'un des plus grands cambriolages bancaires de l'histoire. Le groupe responsable. Les hackers de Carbanak, dirigés par un cerveau insaisissable. Mais cette nuit-là à Taipei, lui et son équipe commettent une erreur fatale qui leur coûtera cher. Et voici leurs histoires. Nous sommes le 8 avril, un mardi ordinaire. Maxime, un employé respecté de tous, travaille dans une banque ukrainienne. Mais il a un seul défaut. Il néglige souvent d'installer les mises à jour Windows. En buvant son café, il pense à la réceptionniste sur laquelle il a un faible. C'est alors qu'il reçoit un email de son collègue Sergei. Le message contient un document Word de la loi fédérale 115. Cela semble officiel, alors Maxime clique. Il lit rapidement, referme le fichier et poursuit sa journée comme si de rien n'était. Quelques mois plus tard, pendant une réunion, son patron paraît inquiet. Certains distributeurs automatiques de la banque se sont mis à distribuer de l'argent aléatoirement, à n'importe quelle heure. Quiconque passait au bon moment pouvait se servir librement. La direction soupçonne une attaque informatique et les employés reçoivent la consigne d'être prudents et de ne pas ouvrir de mails suspects. La banque fait appel à Kaspersky pour enquêter. Il examine les disques durs des distributeurs affectés à la recherche d'un malware, mais rien n'apparaît. Pas une trace suspecte. Quelques mois plus tard, à 3 h du matin, un appel urgent réveille l'équipe. Un gestionnaire d'un grand établissement bancaire russe leur demande d'intervenir immédiatement. Quelqu'un a pris le contrôle du contrôleur de domaine, c'est-à-dire du cœur du réseau informatique. Ce système envoie des données vers la Chine, sans raison légitime. Le spécialiste de Kaspersky cherche aussitôt le logiciel malveillant et finit par trouver un outil permettant de surveiller et contrôler un ordinateur à distance. Par curiosité, il ouvre un document Word et écrit « Bonjour » en russe. Quelques minutes passent, puis le curseur bouge tout seul. C'est le hacker qui répond. L'équipe finit par identifier le malware. Sa configuration ressemble à celle d'un cheval de Troie. Un fichier s'appelait Anak, d'où le nom choisi par les hackers, Carbanak. Cette découverte en Russie permet de relier tous les événements, notamment les attaques d'ATM en Ukraine, et de comprendre enfin comment le groupe Carbanak opère. Revenons au 8 avril 2014. Le hacker, ayant déjà compromis la boîte mail de Sergei, veut désormais accéder à l'ordinateur de Maxime. Le document Word qu'il envoie exploite une faille de sécurité dans Microsoft Word pour installer un malware doté d'une porte dérobée. Le pirate prend le contrôle à distance de l'ordinateur de Maxime, puis installe un programme qui ralentit la machine. Agacé, Maxime appelle le service informatique. Pendant que le technicien travaille, l'hacker installe un enregistreur de frappe, appelé Keylogger, lui permettant de récupérer tout ce qui est tapé sur le clavier, y compris le mot de passe administrateur. Une fois ce mot de passe obtenu, il accède au contrôleur de domaine de la banque, puis
puis observe pendant des mois comment les employés gèrent les transferts d'argent et les opérations des distributeurs. Quand il comprend parfaitement le processus, il passe à l'action. Le groupe Carbanak a développé 3 méthodes principales pour voler de l'argent. Dans un premier temps, ils déplacent de petites sommes depuis des comptes de gestion vers leurs propres comptes, en équilibrant les montants pour ne pas éveiller de soupçons. Ensuite, ils forcent certains guichets à cracher de l'argent directement dans les mains de mules financières, souvent recrutées via la mafia moldave. Et pour finir, ils modifient les soldes des comptes, transformant par exemple 3,33 $ en $1 million, permettant ainsi aux mules de retirer des fortunes avec des cartes de débit. Grâce à leurs observations, Kaspersky et Europol unissent leurs forces à plusieurs grandes banques et services de police européens pour les traquer. Mais les pirates changent rapidement d'outils et poursuivent leurs opérations dans l'ombre. Début 2015, Carbanak a déjà dérobé près d'$1 milliard à plus de 100 institutions financières dans 30 pays. Ils semblent inarrêtables. Jusqu'à ce qu'une erreur les trahisse. En juillet 2016, la First Bank de Taipei est attaquée et les autorités taïwanaises réagissent très vite. Plus de 500 policiers passent en revue les caméras de surveillance et réussissent à retracer les suspects jusqu'à leurs hôtels. Parmi eux, 22 mules, pour la plupart russes ou originaires d'Europe de l'Est. 19 parviennent à s'enfuir, mais 3 restent bloqués sur l'île avec l'argent. L'un d'entre eux cache 2 sacs de sport remplis de billets dans un parc, mais lorsqu'il revient, un vieil homme en a déjà pris un, croyant à une bénédiction divine. Un autre complice, surnommé Bobby, planque les valises pleines d'argent dans des consignes de la gare centrale de Taipei. Peu après, 2 hommes viennent les récupérer, mais la police les interpelle au restaurant, les mains encore pleines de billets. Les enquêteurs retrouvent environ 90% de l'argent volé. Les 3 hommes sont condamnés à un peu plus de 4 ans de prison. Mais en examinant le téléphone d'un des suspects, la police découvre des photos de liasses dans plusieurs devises et des emails provenant du chef présumé du groupe Carbanak. Les autorités dont Europol, le FBI et plusieurs agences nationales traquent sans relâche ce cerveau criminel. Elles finissent par le localiser à Alicante, en Espagne. Le 6 mars 2018, Denis K., un Ukrainien vivant avec sa femme et son fils, mène une vie de luxe discrète. Expert en programmation, il passe ses journées à coder de nouveaux malwares. Il effectue la majorité de ses transactions en Bitcoin, possédant 15 000 BTC, soit environ 162 millions de dollars à l'époque, plus d'1 milliard aujourd'hui. Mais les biens matériels comme les maisons ou les voitures nécessitent encore de l'argent réel et ces transactions ont laissé des traces. Et c'est ce qui met la police sur sa piste. Son ordinateur, resté allumé, permet aux enquêteurs de recueillir une mine de preuves. Ils saisissent 2 BMW, des bijoux valant 500 000 $ et bien sûr ses bitcoins. Mais la majeure partie du milliard volé n'a jamais été retrouvée. Denis K. était sans doute le cerveau de Carbanak, mais il ne travaillait pas seul. Les enquêteurs estiment que le groupe comptait entre 10 et 30 membres. Leur code a été réutilisé par d'autres collectifs de hackers, ce qui rend leur identification presque impossible. À la fin de 2018, 3 autres Ukrainiens sont arrêtés, soupçonnés d'être impliqués. Certains spécialistes pensent que ces groupes de cybercriminels russes bénéficient d'une certaine liberté d'action accordée par leur gouvernement afin de déstabiliser les pays occidentaux.